Où va l'agriculture française? Souffre-t-elle d'un mal curable ou incurable? Il est avéré qu'elle souffre. Les paysans le prouvent, les pouvoirs publics l'admettent. À son chevet, nous trouvons tant de médecins que nous ne ferons pas ici de médecine. Ce que nous souhaitons, c'est poser aux citadins les problèmes qu'il faut résoudre pour rendre à ceux de la terre la foi dans leur profession, une certitude de progresser, une vie décente. Autrefois, l'agriculture se contentait d'être familiale et vivait en circuit fermé. Chacun consommait ses produits. Fallait-il quelque chose de plus? On le prenait chez les voisins, généralement par voie d'échange, de troc. Importation et exportation n'excédaient pas la distance que peut faire un cheval en un jour. C'était l'agriculture d'hier que le XXe siècle a rendue démodée, qui est morte ou meurt partout de n'être pas rentable. Ce qui existe encore, ce n'est pas tant une agriculture périmée qu'un mode de vie agricole qui se démode. Voici une belle ferme que nous allons voir en activité à l'époque des vendanges. Elle est cultivée par une famille comportant 4 enfants adultes, certains déjà mariés. Ici, comme partout ailleurs, se posera dès lors le problème du patrimoine. Ce qui suffit à 2 suffit à peine à 6 et sera la misère de 12. Voici trouvée l'une des causes de la fuite vers les villes des jeunes ruraux. Une autre cause, c'est la dureté des travaux dans les exploitations encore mal outillées. Ici, bon, ils ont un tracteur. Toutes les dures opérations des semis, de la moisson, du battage se font à la machine et un jour prochain, les vaches seront traites électriquement. Mais allez donc promettre pour demain une treilleuse électrique ou même un tracteur à certains agriculteurs en colère de Bretagne ou du Massif central. Donc, les campagnes se vident. Sous Napoléon Ier, 80% des Français cultivaient la terre, 49% en 1936. Aujourd'hui, 17% seulement. Cela est normal, cela correspond à l'essor du machinisme, au développement de techniques agricoles, et ces chiffres s'alignent à peu près sur ceux des autres pays d'Europe. Seulement 3 des 4 garçons de la ferme ont été conduits à choisir un autre métier. Celui-ci est en usine. Un autre est camionneur, ce qui pourra rendre service à l'exploitation de ses parents et le nourrira en toute saison. Le dernier est garagiste. Tous vont se retrouver autour de la table familiale. Ils ne vivent pas mal quand la récolte est bonne. Ils vivent, et c'est là le drame, à cheval entre 2 époques, celle où le paysan se tirait d'affaire tout seul comme il le pouvait, et celle où, pour survivre, il devra se préoccuper d'aligner ses prix, ses produits, ses techniques sur ceux du bavarois, du toscan ou du frison. Pour les jeunes paysans, pas de routine possible. Faut pas tout faire cette nuit parce qu'on Et oui, les problèmes de l'agriculture sont difficiles. Ils sont complexes. Ils l'ont toujours été au cours des temps anciens. Mais à l'heure actuelle, avec le progrès technique, avec l'accélération de l'évolution économique, ils sont souvent si incompréhensibles pour ceux qui en sont l'objet qu'ils provoquent des colères, des incompréhensions, des protestations. Il est plus nécessaire que jamais de les examiner de façon objective. Et tout d'abord, cette vieille question des structures agricoles, qui depuis toujours, depuis Solon, depuis les Gracques, ont fait l'objet de projets de réforme agraire et dont je crois bien il sera parlé tant qu'il y aura une agriculture. Presque partout en France, on manque de grands champs, de terres étendues d'un seul tenant, ce qui facilite et rationalise la culture, accroît la production, simplifie la distribution. La terre des paysans est morcelée, démembrée, une foule de parcelles au hasard des héritages, de petits lots qui obligent le cheval à tourner au bout de quelques mètres, puis à voyager vers le lot voisin à l'autre extrémité du village.
le découpage biscornu des terrains gaspille le temps et la peine des agriculteurs. Il faut remembrer la campagne française. Le remembrement est en cours. Par malheur, il est lent, trop lent. Il se heurte aux traditions fixées, aux mauvaises volontés. Il est prisonnier d'une procédure si compliquée qu'il faudrait 2 siècles pour le mener à bien. Alors, simplifions la procédure, éclairons les contradicteurs. Pas d'agriculture moderne sans remembrement. Pour être contre le remembrement, il faut, à mon sens, ne pas être informé des avantages que peuvent provoquer le remembrement. Ces petits exploitants ont eu, comme réaction, ont peut-être eu la crainte d'être spoliés au bénéfice des exploitations plus grandes. Or, les textes sont les textes, chacun a une superficie redistribuée d'après les apports qu'il fait, il n'y a pas de problème. Bonjour monsieur. Alors, j'ai fait 3 demandes de réclamation. Premièrement, on m'a attribué de la terre à Pesette qui est classée 3 et puis ça ne vaut pas 3. C'est de la terre 4. Alors je veux qu'on change ça. Et puis j'ai fait une autre réclamation pour mon verger. J'ai un joli verger tout près de mon habitation, entouré de châtaigniers greffés. On me l'a enlevé à mon insu. On l'a attribué à Pesette, mais je demande que ça me soit ordonné. Et puis j'ai fait une demande pour le passage dans notre cour. Le voisin passe dans notre cour, alors je voudrais, et c'est possible à faire, qu'il passe derrière les bâtiments de notre ferme. Comme ça, chacun sera chez soi, les bêtes de chez nous n'iront pas chez lui, et ceux de chez lui ne viendront pas chez nous. Il y aura moins de chicanes et tout le monde sera content. Accélérer le remembrement, c'est un devoir pour tous. Parallèlement aux efforts remarquables du génie rural, l'État a mis en place des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement, les SAFER. La SAFER achète des terres, les groupe, puis les distribue. Il s'agit généralement de domaines en friche, de jachères qu'on livre à des agriculteurs en leur fournissant l'outillage et les moyens nécessaires à une mise en valeur moderne. Chaque exploitant pourra, grâce au crédit, acheter sa terre dans des délais raisonnables. L'acheter d'autant plus facilement qu'elle produira plus, étant d'un seul tenant et bien équipée. Ainsi, la SAFER ramène à l'agriculture les jeunes gens ambitieux que décourage la routine. Pour mettre en valeur ces structures, il faut des hommes. Et c'est pourquoi l'Association nationale de migration et d'établissements ruraux, depuis 15 ans, s'est employée à fournir aux régions qui manquent d'hommes, aux régions dévitalisées, des pionniers qui se sont attaqués à la mise en valeur de ces structures et de ces exploitations. Nous avons donc un problème de maintenance de population. Nous avons aussi un problème de crédit. Et je suis de ceux qui demandent au pouvoir public de continuer cette œuvre. Il faut aussi, pour recevoir ces familles, des structures d'accueil. Structures d'accueil, cela veut dire des exploitations en état, un environnement rural favorable. Et c'est pourquoi les migrations, il y a 6 ou 7 ans, ont entrepris une campagne en vue de la création des SAFER, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Celle-ci avait pour objectif de préparer l'arrivée des migrants dans des exploitations rajeunies, rénovées, les bâtiments reconstruits, les terres défrichées leur permettent de trouver un accueil favorable. Toute cette étendue de terre que vous voyez autour de vous, c'est une SAFER qui avait acheté ça, SAFER Loire-Océan, en 62. Et elle avait acheté ça, c'était à l'état de landes, de grosses landes. C'était plutôt des bois, comme vous voyez, tout autour, quoi. C'était uniquement que ça. Alors cette SAFER a défriché tous ces bois. Elle avait donné ça à une société, la SARU, pour le défrichage. Et ma foi, ça a été fait dans de très bonnes conditions et dans un temps record, si vous voulez aller par là. Évidemment, vu la situation
du défrichage, tout ça, le résultat que ça donnait, quoique n'étant pas mauvais, était plus ou moins alléchant pour un cultivateur, un petit cultivateur, avec du matériel plus ou moins adapté pour ses gros travaux. Très peu se sont lancés dans la course. Alors, ils ont donc décidé, c'est de s'affaire, de former trois fermes. Trois fermes, trois grosses fermes. Alors, d'environ 70 hectares chacune. Alors, moi j'exploite dans la ferme tout à côté. Mon fils y avait toujours travaillé chez moi comme ouvrier agricole, quoi. Ne sachant pas trop où aller, on avait demandé à cette affaire s'il y aurait moyen de se rendre tributaire d'une de ces fermes. Ah, il dit, du moment qu'il n'y a pas de gens dans la région qui ont l'air tellement ambitieux à ce sujet-là, ah, vous pouvez essayer toujours. L'effort des affaires s'inscrit dans le sens d'une agriculture en extension, concurrentielle pour l'Europe. Voici par exemple deux frères qui ont reçu un domaine et l'exploitent ensemble dans un remarquable esprit de progrès. Nous avons respectivement 24 ans et 26 ans. Nous sommes ici depuis janvier 1964. Le terrain que nous exploitons en ce moment a une superficie de 70 hectares qui a été défriché en une partie en 63 et le reste en 64. Ainsi, cette année, c'est la première année de récolte sur toute l'exploitation. Dans l'ensemble, les rendements sont assez bons, même bons. Seulement avec l'année pluvieuse que nous avons eu des difficultés à ramasser toute la récolte, notamment en ce qui concerne le blé. Le blé et l'orge. Oui, il nous reste encore à l'époque 10 hectares de blé et orge, dont 3 de blé et 7 d'orge. Ils ne sont pas moissonnés. Alors nous envisageons quand même de les récolter avec l'aide d'un bulldozer devant la moissonneuse. Parce que nous avons essayé avec des tracteurs, 3 tracteurs devant, et cela nous était impossible. Il nous a fallu 3 jours pour sortir une moissonneuse. Alors on aimerait arriver à récolter ces 10 hectares, surtout pour la première année, où il nous faut quand même une rentrée d'argent assez importante quand même, quoi. D'autant plus que la rétrocession aura lieu d'ici peu de temps. Et même avec l'aide du Crédit Agricole, bien sûr, il y a notre apport personnel. Et nous devons quand même arriver à joindre les deux bouts, surtout les premières années. Cette partie-là, en somme, pour nous, ça se joue en 3 manches, si on peut parler ainsi. La première manche, c'était de prouver que le terrain défriché, en somme, avait une valeur et qu'il pouvait donner. Ça a été prouvé cette année, tant en blé, en orge qu'en maïs, et même en colza, et en herbe aussi. Oui. La deuxième manche qui va jouer en somme consiste à prouver qu'on peut obtenir des rendements sans pour ça épuiser la terre, comme ça a été le cas sur certains défriches où la terre s'épuisait très rapidement. Et la troisième manche, en somme, c'est pour nous, jeunes, de réussir à s'adapter aux exigences de l'agriculture moderne. C'est-à-dire de trouver une branche, une spécialisation qui nous permette d'arriver à vivre décemment. Sans pour cela être esclave du travail. Oui. Il est exact, il est évident que l'agriculture est une activité, j'allais dire une industrie si j'avais quelque chance d'être compris. Mais l'agriculture, c'est aussi un genre de vie. Et il faut y insister lorsqu'on pense à tous ces jeunes qui, fils d'agriculteurs, ont à choisir leur carrière. En ville, à Paris, lorsqu'un jeune choisit son métier, il ne choisit que son métier. Dans l'agriculture, lorsqu'un fils d'agriculteur choisit son métier, il choisit en même temps de rester ou de ne pas rester à la terre, c'est-à-dire il choisit son cadre de vie, son genre de vie. Mais l'agriculture, c'est aussi un cadre de vie. Et alors nous rejoignons le problème essentiel du pays rural. En effet, l'on ne se rend pas compte, assez sans doute, de ce que, hors la ville, il y a tout un monde immense à organiser, et de ce que la vie quotidienne des agriculteurs ne dépend pas seulement de leur travail, mais dépend aussi de leurs relations extérieures. Je crois que sur ce point, il faut s'arrêter un instant. À la différence du citadin, l'agriculteur est isolé par son travail. Il travaille seul, presque toujours tout seul, alors que le citadin, au contraire, travaille avec des compagnons de travail. Si bien que ce qui n'est pas la vie de travail appelle l'agriculteur à se réunir à ses semblables,
Alors qu'en ville, au contraire, on a plutôt tendance à fuir ses semblables parce qu'on les voit trop au travail. Et c'est tout le problème de la vie rurale qui est ainsi posé. Cette solitude de la terre, quel moyen plus naturel de la combattre qu'en fondant une famille? Mais nous l'avons vu, la terre ne peut nourrir tout le monde. Chaque contrée doit développer près des cultures principales des cultures et industries annexes qui occuperont le surplus de population et surtout les femmes. Le problème des femmes à la campagne s'est posé en même temps que s'affirmait l'égalité légale et morale des sexes. Il n'y a pas que des ménagères. Un appoint d'argent, par un travail local des femmes, est souvent nécessaire à la vie d'une ferme et souvent souhaité par celles qui veulent une indépendance. Actuellement, on peut dire que la femme est l'égale de l'homme. Bien que, sur un plan strictement économique, par exemple en gestion, on estime qu'une femme, c'est un demi-homme, si vous voulez. On estime qu'une femme fait la moitié du travail de l'homme. C'est-à-dire qu'elle consacre la moitié de son temps à des travaux ménagers, si vous voulez. Vous voyez, les enfants, etc., tout ce qui a trait au ménage. Mais en fait, et bien souvent, la femme vaut l'homme, fait autant de travail que l'homme sur l'exploitation. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes travaux. Et de plus en plus, dans les fermes les plus évoluées, la femme s'oriente vers les travaux de gestion. C'est elle qui tient de plus en plus la comptabilité, vous voyez, de l'exploitation, les écritures. Les femmes, actuellement, n'acceptent plus de se marier avec un jeune agriculteur qu'à la condition que l'habitat soit rénové. C'est ainsi que ce sont les femmes qui ont incité les agriculteurs à faire les adductions d'eau, à avoir l'eau, des water convenables, etc. Vous voyez, avoir une vie décente, si vous voulez, à l'intérieur de l'exploitation. Moi, je pense que la femme est le moteur du progrès. Et en un sens, on ne doit pas négliger ce facteur. Il y a en France trop de petites exploitations non rentables. Pour chaque travailleur agricole, 90 hectares aux États-Unis, 13 seulement chez nous. Pourquoi? Parce qu'on vit encore avec le passé. Parce que le problème des enfants et des vieux reste à la campagne mal posé et mal résolu. Il y en a combien de jeunes restent dans la commune? Il y en avait 4, 5, c'est tout. Autrement, c'est plus que des vieux, bien entendu, qui attendent la retraite, qui en sont à la veille. Et puis, ils attendent ça pour céder on ne sait à qui. C'est pas dans la suite qui c'est qui prendra, puisque les fils de ces gens-là sont tous partis travailler ailleurs. Alors. Je vois des cas ici, même à 60 ans, il y en a, il serait bien temps qu'ils prennent la retraite parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Hein. Oh oui, j'en connais bien plusieurs qui sont dans ce cas-là ici. Oh, peut-être pas la moitié, mais... Ah, ben, compte-les donc, tous ceux qui sont pas de 60 ans. Tu vas en dire des nouvelles. J'ai un beau-frère là qui est à côté, là, ben, il a ça, 60 ans. Bon, ton Noiron. T'as le père Noiron, mais il a plus, lui. Oh, il n'en manque pas, certainement ici. Maurice Seffray, il est infirme, lui aussi. Tout ça, à 60 ans, on aurait bien pu lui donner sa retraite, lui aussi, puisque... Puis cette fois, il a 2 fils, c'est toujours la même chose, qui travaillent aussi aux champignons. Alors sa vie comme ça peut, en attendant. Plusieurs faits ressortent à propos des agriculteurs âgés. D'abord, il apparaît que l'âge moyen des exploitants est chez nous trop élevé. Or, il est certain que les personnes d'âge ont leurs habitudes, sont parfois hostiles au progrès, au remembrement des terres, à la conversion des cultures. Il y a des heurts avec les enfants plus audacieux. Résultat, les enfants s'en vont. Nombre d'exploitations familiales périclitent, puis sont vouées à l'abandon. Le remède? Améliorer d'abord les retraites pour les paysans. Dès qu'elles seront décentes, contraindre ceux qui les touchent à vivre en retraités. Il y a plusieurs parts dans une vie d'homme. Il est normal que les vieux se reposent dans le confort et l'affection, normal que les jeunes s'attaquent aux jeunes problèmes. Les problèmes de la paysannerie nouvelle, on peut et on doit les apprendre dès l'âge de l'école. On ne fera rien, pas un pas de plus, tant que l'enseignement spécialisé dispensé aux adolescents ne sera pas une constante. Un enfant retiré trop tôt de l'école pratique d'agriculture sera handicapé par rapport à ses concurrents. Choix des machines, connaissance des sols et des engrais, il a besoin de ce bagage.
dont multiplier les écoles techniques, y prévoir même des cours pour les adultes. Bon, alors la séance de travaux pratiques d'aujourd'hui portera sur l'analyse de terre, mais aujourd'hui nous allons porter notre attention plus spécialement sur la calcimétrie. Intégrer les agriculteurs dans le monde moderne est un des problèmes les plus importants de l'heure actuelle. C'est un problème qui peut se voir sous deux aspects, celui de la formation des jeunes et également sur le plan de la formation des adultes. Il est évident que dans la période actuelle, la pression de l'industrie et du commerce est telle que les organisations professionnelles agricoles doivent reconsidérer leur position, leurs problèmes, et que la formation des agriculteurs a pris un aspect très différent de ce qu'elle était il y a 20 ans, par exemple. Actuellement, la formation des jeunes, qui est encore du domaine des corpus scolaires agricoles, des lycées agricoles, des collèges, a pris une optique très différente de celle qu'elle connaissait il y a seulement 10 ans, même 5 ans, et nous nous orientons vers une formation des jeunes plus technique, plus économique et plus scientifique. L'éducation nationale, quant à elle, qui s'intéresse toujours à ce problème, a opté pour une formation plus globale des agriculteurs, et les cours professionnels qui doivent s'installer dans les années qui viennent vont donner aux agriculteurs une formation générale plus poussée, une formation scientifique améliorée et une formation économique qu'ils n'ont pas. C'est un des aspects de la réforme de l'enseignement en particulier. Quant à ce qui concerne les adultes, le problème est très différent. Il y a un problème d'urgence. Nous sommes pressés dans ce domaine, très pressés même, car le monde industriel va très vite, et le décalage, le déphasage qui existe actuellement entre la progression de l'industrie et du commerce et la progression du milieu agricole ne va qu'en s'accentuant. Si nous voulons que les agriculteurs regagnent une partie du retard qu'ils ont pris dans les années précédentes, il paraît nécessaire de faire un effort très important pour leur donner ce complément de formation qu'ils n'ont pas eu et essayer de leur donner très rapidement les éléments d'une formation économique en particulier qui leur fait cruellement défaut à l'heure actuelle. Imaginons dans l'avenir une France remodelée, de vastes étendues pour le blé ou pour l'herbe, des champs ouverts aux ambitions des amis du progrès. Il resterait encore d'autres problèmes délicats. Il fut un temps pas si lointain où le jeune homme, en rentrant du régiment, réclamait un tracteur comme un jouet, menaçant de partir à la ville s'il ne l'avait pas. Alors paraissent les traites mensuelles, ces achats à crédit qui sont désormais le grand souci des paysans. Or, il faut adapter le crédit aux moyens et aux besoins des agriculteurs. Il faut qu'une éducation soit donnée qui permette de gérer les biens que l'on a, mais aussi de prévoir une extension des affaires de façon raisonnable et saine. Outillage, crédit, par la modernisation des cultures, par la rendement accru, fortune paysanne en hausse. Déjà, dans certaines régions, on travaille à l'américaine ou à l'australienne, de nuit par exemple, au projecteur, pour l'ouvrage qui ne souffre pas de délai. Aucune innovation ne peut être écartée a priori. De plus, chaque terre a sa vocation. On doit, avec le concours de spécialistes, l'aide des laboratoires agricoles, prévoir pour chaque contrée, chaque sol, la culture qui l'enrichira.
faut réformer les structures. Il faut éduquer les producteurs. Il faut orienter la production. Mais il ne suffit pas de bien produire. Il faut avant tout bien vendre. Dans l'économie contemporaine, le consommateur est le maître. C'est lui qui, finalement, dirige tout le circuit de l'économie. Et bien vendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement s'adresser au marché intérieur. C'est s'adresser à un marché beaucoup plus large et s'adapter aux exigences que comporte l'évolution des goûts et des besoins dans des marchés aussi vastes que le marché européen. Là où le paysan d'aujourd'hui se fâche, c'est à propos de la vente, souvent hélas de la mévente, de ses produits. La stabilité des cours, voilà son problème. Une foule de cas, particuliers à chaque province, se présentent. Chaque pays d'élevage a son marché aux bestiaux. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait marché ouvert. D'une façon ou d'une autre, les paysans français vont être placés devant la concurrence internationale. La petite foire locale ne répond plus à la circulation européenne des produits de consommation. De même, le marché aux légumes et aux fruits ne peut plus être local si l'on accepte la vente au détail. Pour bien vivre, le paysan doit produire beaucoup, mais aussi écouler toute sa récolte. Le drame des denrées en surnombre frappe les agriculteurs aussi cruellement que la grêle ou l'inondation. Il faut pour notre temps un circuit moderne de distribution, assez souple et assez efficace pour s'accommoder des hauts et des bas de la production. Sinon, il ne servirait à rien d'améliorer les sols ni d'instruire les hommes. Ce circuit, désormais, existe en de nombreuses régions. Son centre nerveux est le marché-gare qui peut écouler rapidement les denrées périssables. 15 kilos. Grenot. Le marché-gare comporte également de vastes frigorifiques qui sauveront les produits instables quand baisse la demande. Jadis, l'acheteur traitait directement avec l'agriculteur, sans référence à des cours précis ni à une organisation générale. Désormais, des groupements de producteurs assurent l'apport et la vente en commun. Tous les produits sont soigneusement emballés, calibrés, spécialisation des cultures, puis concentration des denrées sur le point de vente au départ. Voilà les impératifs qu'impose la concurrence étrangère. Bon, nous sommes au marché d'intérêt national. Ce complexe qui va bientôt comprendre 25 hectares avec le marché-gare proprement dit, les abattoirs, la chambre d'agriculture est créé en fonction directe, n'est-ce pas, de la commercialisation des produits agricoles. Et les marchés d'intérêt national doivent être avant tout des prestataires de services, c'est-à-dire rendre service aussi bien aux commerçants qu'aux producteurs. Et par cela, ils doivent avoir tous les moyens modernes d'information. Et d'autre part, les marchés doivent être un réseau sur le plan national, être réunis entre eux, c'est-à-dire avoir une intercommunication entre les places de consommation et les places d'expédition. Rien ne peut se faire si un réseau national n'est pas complètement établi et s'il n'y a pas une interconnexion entre les différents marchés français. Le Telex tient les vendeurs au courant des prix pratiqués ailleurs. Son utilité principale est de signaler les offres, de faire des appels de marché. C'est un stabilisateur qui permet au ministère de l'Agriculture d'enrayer les spéculations. Paysans français devant l'Europe. La machine a du mal à se mettre en route, faute d'expérience. Parmi tous les problèmes que nous avons évoqués, le plus important se situe sur le plan humain. Il faut garder à la terre ses meilleurs ouvriers. Pour ne pas disjoindre les familles, il faut rapprocher les usines de la campagne, ouvrir sans cesse de nouveaux centres professionnels, empêcher les retraités de mourir d'ennui. Mais comment ? Comment, dans une France morcelée à l'infini, en communes dérisoirement exiguës et impuissantes ? Demain, la question sera en effet à résoudre de savoir quelle est l'organisation des villages, quelle est l'organisation des petites villes rurales qu'il s'agit de retenir. Mon sentiment est que dans 20 ans d'ici,
un village sur 10, un village sur 15, parfois un village sur 20, réunira l'essentiel de la population rurale. Ne resteront répartis sur le territoire que les agriculteurs proprement dits qui sont liés à la terre, qui ne peuvent pas s'écarter de la terre qui est leur outil, mais tous ceux, et ils sont innombrables, qui seront des ruraux non agricoles, ceux-là se réuniront dans une petite ville où seront regroupés tous les services, tous les éléments de relation, tous les éléments d'organisation sociale. 10 villages de 500 habitants, au total 5000 habitants, ne retiendront pas le fils d'agriculteur qui veut s'en aller. Et si sur ces 5000 habitants, il y en a moitié qui sont réunis dans une petite ville avec un cinéma, avec un marché, avec des magasins de toutes sortes, alors peut-être le fils d'agriculteur, quittant son village, ira s'arrêter dans cette petite ville. Si bien que l'aménagement du territoire, c'est aussi la répartition des ruraux parmi les villages auxquels ils sont rattachés, et je crois qu'il y a là un problème essentiel. De même que nous avons retenu la notion de métropole d'équilibre à l'échelle nationale, de même nous ne parviendrons à lutter contre l'attraction des grandes cités que par ces villages-centres. Je crois que tout ceci commande non seulement la vie de l'agriculture, la vie de l'agriculteur, mais commande aussi l'organisation même de la vie sociale en France. Vous le voyez, il faut adapter notre agriculture aux exigences du monde contemporain. Il est temps. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Car nous sommes nettement en retard par rapport aux autres activités économiques. Il faut réformer les structures. Il faut éduquer les jeunes agriculteurs. Il faut orienter la production dans le sens de l'évolution des besoins. Il faut organiser les marchés. Ainsi, les agriculteurs et le monde agricole pourront prendre la place qui est la leur dans un territoire aménagé et dans une économie en progrès.